Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire sur l'analyse de données médicales dans lequel on va parler d'une introduction et de tests de base. Donc ceci est la première partie. Il va y avoir une deuxième partie sur l'analyse de données médicales, un deuxième webinaire consacré à l'analyse de données médicales prévu jeudi prochain, à savoir après-demain. Au cours de cette deuxième session, on va parler d'analyse multivariée ainsi que d'analyse de survie. Je m'appelle Jean-Paul Malouf, je travaille en tant que consultant data science chez XLStat. XLStat d'ailleurs qui sera le logiciel qu'on va utiliser pour illustrer ce webinaire aujourd'hui. Certaines et certains parmi vous utilisent déjà ce logiciel. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ce sera l'occasion de le découvrir. Je vais essayer d'avoir un discours le plus intuitif possible et pour pouvoir entrer donc dans le monde de ces outils d'analyse de données médicales pour vous présenter un petit peu tout ça. Par contre, malheureusement, en une seule heure ou en 2 heures de session, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail de tous ces outils d'analyse. On ne pourra pas toucher à tous les outils d'analyse. Donc, j'espère juste que ça vous donnera une idée si vous n'êtes pas familier avec ces outils-là. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans ces outils, je vous invite à solliciter une formation ou des sessions de conseil auprès de l'équipe de XLStat. Sachez que vous pouvez télécharger les données ainsi que le fichier de présentation sur la plateforme de webinar. N'hésitez pas à le faire. Il y a souvent des liens vers des pages intéressantes dans le PDF. Donc, je vous conseille de télécharger le PDF de présentation ainsi que les données. À la fin du webinaire, je vais consacrer quelques minutes aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire sur la fenêtre de chat du webinaire. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Je vais commencer par dire quelques mots sur XLStat. Ensuite, je vais enchaîner sur une introduction et quelques définitions de termes que je vais utiliser de manière assez régulière, assez récurrente, autant aujourd'hui qu'au cours de la deuxième session. Ensuite, je vais exploiter différents cas de figure. Donc, je vais prendre deux exemples, un exemple d'essai clinique aléatoire, un exemple d'analyse de cohorte. Et je vais vous montrer une procédure d'analyse de données médicales en partant de la description des données et pour finir sur l'étude de l'impact de variables que je vais appeler indépendantes sur des variables dépendantes. Donc, je vais commencer avec un essai clinique aléatoire, je vais commencer par une description des données, puis avec un test T de student, on va étudier l'impact d'une variable indépendante qualitative sur une variable dépendante quantitative, on va voir ce que ça veut dire. Ensuite, avec les tests sur le tableau de contingence, on va étudier l'impact d'une variable qualitative sur une variable qualitative. Dans l'analyse de cohorte, on va prendre en compte la régression linéaire simple qui permet d'étudier l'impact d'une variable quantitative sur une variable quantitative. Tout cela sera plus clair d'ici peu. Commençons déjà avec quelques mots sur XLStat. Qui sommes-nous? XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel sous PC et sous Mac. Il est développé par la société Adinsoft. Il est également disponible sur Excel 365 et Google Sheets, donc vous pouvez l'utiliser également sur le cloud. XLStat, c'est plus de 220 fonctionnalités statistiques, plus de 25 salariés à votre service. C'est un logiciel disponible en 7 langues et nous avons des bureaux disponibles sur 3 fuseaux horaires, en Amérique, en Europe et au Japon. Il y a plus de 150 000 utilisateurs d'XLStat à travers le monde dans des domaines multiples et variés. Plus de 300 000 visites mensuelles sur le site et plus de 10 000 téléchargements mensuels du logiciel. XLStat est développé dans le laboratoire Data Factory qui est basé à Bordeaux, en France. La Data Factory renferme 5 sociétés autour de la data, autour de l'analyse de données, y compris donc la société Adinsoft qui développe XLStat. C'est un laboratoire très très actif autour de l'analyse de données. Il y a plus de 25 ateliers, événements et formations qui se déroulent dans ce laboratoire tout au long de l'année, autour de l'analyse de données donc. XLStat est disponible sous forme de 8 solutions différentes pour satisfaire vos besoins spécifiques. Il y a 3 solutions qui sont généralistes, Basic, Basic Plus et Premium.
Basic renferme les fonctionnalités statistiques essentielles. Basic Plus renferme les fonctionnalités statistiques essentielles et avancées. Donc, Basic Plus va rajouter juste le machine learning par rapport à Basic. Premium renferme l'intégralité des fonctionnalités XLStat, donc plus de 220 fonctionnalités XLStat. Entre Basic Plus et Premium, vous avez des solutions intermédiaires qui sont orientées métier, notamment la solution Life Sciences qui devrait intéresser certaines et certains d'entre vous. C'est une solution qui est dédiée à l'analyse de données médicales et biologiques. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, par contre, tout ce qu'on va voir aujourd'hui est disponible dans toutes les solutions XLStat. Okay. Par contre, ce qu'on va voir après-demain, donc les analyses de survie notamment, sera disponible uniquement dans la solution Life Sciences et dans la solution Premium, donc notamment les analyses de survie qu'on va voir après-demain. Par contre, tout ce qu'on va voir aujourd'hui est disponible dans toutes les solutions XLStat, ne vous inquiétez pas. Donc, sur le site XLStat, vous allez trouver un bon nombre de ressources pédagogiques qui vont vous aider à avancer dans vos analyses. Chaque fonctionnalité est associée à un tutoriel didactique en ligne qui part de l'explication intuitive de la fonctionnalité à l'interprétation intuitive du résultat en passant par la configuration de la boîte de dialogue XLStat avec un fichier de données Excel à l'appui que vous pouvez télécharger et que vous pourrez manipuler de votre côté. Donc, vous pouvez avoir accès à cette page en cliquant sur le PDF. XLStat développe également une chaîne de vulgarisation scientifique StatCafé. Donc, il propose plusieurs épisodes. Dans chaque épisode, on développe intuitivement, encore une fois, une fonctionnalité statistique de manière intuitive et avec illustration donc à l'appui sur le logiciel XLStat. Donc c'est un format assez court, assez ludique. Je vous invite à aller regarder un petit peu en cliquant encore une fois sur le PDF. Sur le site XLStat, vous trouverez une page d'enregistrement de webinars passés, notamment une série de webinars qui a eu lieu au printemps de cette année. Donc des webinars sur les statistiques de manière générale, sur la description des données, sur l'exploration et la segmentation des données, les tests statistiques, la modélisation, l'ANOVA, le machine learning supervisé et la prédiction. Donc, ces enregistrements sont disponibles gratuitement sur Internet. Allez les consulter si ce n'est pas encore fait et si vous êtes intéressé par une introduction aux statistiques de base. Et d'ailleurs, c'est sur cette page-là, je tiens à préciser, sur cette page-là que seront disponibles les webinars que je suis en train de diffuser en ce moment, celui d'aujourd'hui et celui d'après-demain. Donc là encore, vous pouvez accéder à cette page en cliquant sur ce lien. Et ces webinars sont également disponibles en anglais si vous êtes intéressé. Donc justement, l'analyse de données médicales 2, la deuxième session de cette série de webinars, aura lieu le 15 octobre 2020, après-demain. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce bouton. Alors, introduction et quelques définitions. Je vais commencer d'abord par définir un plan d'étude. Qu'est-ce qu'un plan d'étude, notamment dans le monde de la recherche médicale? Il s'agit d'un ensemble de méthodes et de procédures utilisées pour collecter et analyser des données dans le cadre d'un problème de recherche particulier. Et dans le cadre de la recherche médicale, vous avez certainement déjà entendu parler au moins d'un de ces plans d'études, les études transversales, les études de cohorte, les études cas témoins, les études du type essai clinique. Vous les avez peut-être déjà mises en place de votre côté. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de chacun de ces plans d'études. Ça ne fait pas partie du scope de ce webinaire. Mais par contre, je vous ai rajouté une diapo en annexe qui explique en quelques lignes le principe de chacun de ces plans d'études. N'hésitez pas à aller consulter cette diapo. Ensuite, notion très importante en statistique, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un élément mesurable qui peut prendre différentes valeurs. Je vais parler surtout de deux types principaux de variables, même s'il y en a un petit peu plus, ou même si ces deux types se déclinent en plusieurs types eux-mêmes. Donc, juste dans le cadre de ce webinaire, je vais résumer un petit peu les choses. Je vais parler de deux types grossièrement. Les variables qualitatives ou nominales ou catégorielles. Ce sont des variables qu'on ne peut pas exprimer avec des chiffres, on ne peut pas les quantifier. Je vais citer par exemple le sexe, homme ou femme, l'état d'un patient, sain ou malade,
le traitement administré à un patient, médicament A, médicament B ou placebo, par exemple. Donc, tous ces éléments-là, je ne peux pas les quantifier avec des chiffres. À l'opposé, les variables quantitatives, numériques, sont des variables que je peux exprimer avec des chiffres, je peux les quantifier. Là, je vais citer la clairance rénale, par exemple, le poids, la pression systolique, le taux de cholestérol. Ensuite, dans la recherche médicale, il est souvent question d'étudier l'impact de variables qu'on va dire indépendantes sur des variables dites dépendantes ou encore des résultats cliniques. Donc d'un côté, on a des variables indépendantes ou explicatives, de l'autre côté, on a des variables dépendantes ou à expliquer ou résultats cliniques. Alors, je vais commencer par développer les variables dépendantes, de quoi il s'agit, les variables dépendantes aux résultats cliniques ou variables à expliquer. Donc, en voici quelques-unes. L'état du patient, sain ou malade, la survie du patient, oui ou non, la pression systolique du patient, le temps écoulé avant l'apparition de la maladie. Donc, ces variables-là sont un résultat clinique et on va essayer d'étudier l'influence de plusieurs autres variables qu'on dit variables indépendantes sur ces résultats cliniques. Les variables indépendantes incluent, par exemple, l'âge, le sexe, le taux de cholestérol, le poids, la consommation de tabac, oui ou non, le traitement administré, c'est un médicament ou un placebo dans le cadre d'essais cliniques. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous avez remarqué, au sein des variables dépendantes et au sein des variables indépendantes, je peux avoir des variables quantitatives et des variables qualitatives. Regardez, l'état sain ou malade, la survie, oui ou non, le sexe, le tabac, la consommation de tabac, le traitement administré, toutes ces variables que je viens de citer sont qualitatives. D'un autre côté, la pression systolique, l'âge, le taux de cholestérol, le poids sont des variables quantitatives. Alors on va voir qu'il y a différents outils statistiques qu'on peut utiliser pour tester statistiquement l'impact des variables indépendantes sur les variables dépendantes. Et en fonction des types de variables indépendantes ou dépendantes, on va avoir des outils appropriés. Et tout à l'heure, je vais vous présenter un guide qui vous permettra de vous orienter vers l'outil statistique le plus courant dans chacun des cas. Avant d'en parler, je voulais discuter un petit peu de plans d'études en recherche médicale. Alors, peut-être que certains parmi vous ont déjà vu ce type de pyramide qui présente différents plans d'études. Et en allant de la base jusqu'au sommet de la pyramide, la force de l'évidence dégagée par le plan d'études est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus on monte dans la pyramide, plus le plan d'études pris en compte est apte à mettre en évidence une relation de cause à effet entre la variable indépendante et le résultat clinique. Donc, les essais randomisés contrôlés sont des plans d'études qui sont plutôt expérimentaux, donc dans lequel on a un contrôle très très fin sur la variable indépendante. Donc dans ce cas-là, on peut vraiment mettre en évidence, on peut être assez sûr du lien de causalité entre la variable indépendante et la variable dépendante. Par contre, dans ces autres cas de figure, on est plutôt dans une situation observationnelle, contrôlée ou non, donc la force de l'évidence est un petit peu moins forte. Sinon, il y a une autre manière de catégoriser, encore une fois, ces plans d'études. Les plans d'études analytiques qui permettent de tester des hypothèses, donc de mettre en place, comme je vous disais, des relations de cause à effet avec les plans d'études au sommet de la pyramide, qui sont des plans d'études plus aptes à mettre en évidence cette relation de cause à effet. Et juste en dessous, ce sont plutôt des plans d'études descriptifs qui permettent juste de générer des hypothèses et de réfléchir à des plans analytiques pour les tester. Donc, la partie en dessous est un peu plus exploratoire. On ne va pas pouvoir mettre en évidence des liens de cause à effet entre variables indépendantes et dépendantes. Dans la plupart des cas de plans d'études en recherche médicale, les jeux de données prennent la forme suivante. Donc, dans ce jeu de données, il s'agit d'une étude cas témoins. Des cas de lèpre dans une région du nord du Malawi sont comparés avec des cas d'individus sains. Qu'est-ce que j'ai en ligne? En ligne, j'ai les patients. J'ai un patient par ligne. Ce que j'ai là, c'est la variable dépendante, c'est la variable à expliquer, c'est le résultat clinique
qui est codé ici en 0, 1. Donc les cas contrôle sont les 0 et les cas malades sont les 1. Et entre les deux, j'ai les variables indépendantes. Alors on va tester l'impact de ces variables indépendantes sur la variable dépendante. Est-ce que l'âge a un effet sur l'apparition de la maladie, le sexe, la présence d'une cicatrice de vaccin, la scolarité, le type de maison? Alors dans ce cas-là, toutes les variables indépendantes sont qualitatives, mais vous pouvez avoir aussi des variables indépendantes quantitatives. La variable dépendante ici est qualitative binaire, donc elle est codée en 0, 1. C'est une variable qualitative et pas quantitative. Donc maintenant qu'on a identifié dans notre jeu de données la variable dépendante ou les variables dépendantes, il peut y en avoir plusieurs, et les variables indépendantes, on peut se lancer dans un premier temps dans ce qu'on appelle une description des données avant de passer à l'étude de l'impact statistique des variables indépendantes sur la variable dépendante. Donc voici une procédure que je vous propose de suivre pour analyser ce type de données. Donc vous avez déjà peut-être vos propres procédures, mais pour celles ou ceux qui n'en ont pas, voici quelque chose de très simple que je vous propose de suivre. Maintenant que nous avons des données entre les mains, que pouvons-nous faire? Première étape, décrire et nettoyer les données. Donc avant de se précipiter vers des tests statistiques ou des modèles statistiques pour étudier l'impact d'une variable indépendante sur une variable dépendante, vous allez voir que c'est très très important de décrire, de visualiser les données. Et dans un deuxième temps, évaluer l'effet des variables indépendantes sur le résultat via des tests et la modélisation statistique. Donc pour la description des données, voici un petit guide qui vous orientera vers les outils les plus appropriés. Si vous voulez chercher à décrire une variable qualitative à part, par exemple le sexe, le groupe sanguin, l'état sain ou malade, vous pouvez utiliser le trait à plat, le mode, le diagramme en bâton. Pour décrire une variable quantitative, vous pouvez utiliser les statistiques de tendance centrale classiques, moyenne, médiane, minimum, maximum, pour l'étendue, dispersion, comme l'écart type, ou étudier la distribution grâce à des histogrammes. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi des statistiques bivariées qui permettent d'étudier le lien entre deux variables. Pour le lien entre deux variables qualitatives, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre traitement et rétablissement? Vous pouvez utiliser un tri croisé. Pour le lien entre deux variables quantitatives, par exemple, lien entre taux de cholestérol et pression systolique, vous pouvez utiliser le nuage de points. Et entre une quanti et une quali, vous pouvez utiliser les statistiques de la variable quanti pour chaque niveau de la variable quali. Alors, ce guide-là est une version très miniature et adaptée à la médecine d'un guide beaucoup plus étendu que vous trouverez sur Internet en cliquant sur ce lien-là. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page pour aller un petit peu plus loin. Et sinon, ici, vous aurez accès à l'enregistrement d'un webinaire sur les statistiques descriptives si vous avez envie d'aller plus loin dans le descriptif. Ensuite, une fois que vous avez décrit vos données, vous les avez nettoyées, vous pouvez passer à l'étude de l'impact variable indépendante sur la variable dépendante. Et voici un autre guide donc adapté à cette deuxième étape. En fonction du type de variable indépendante, donc qualitative ou quantitative, ou un mélange de quanti et de quali, et de variables dépendantes, donc le résultat, vous avez des exemples et des méthodes statistiques courantes. Par exemple, si vous avez une variable indépendante qui est quantitative et une variable dépendante qui est qualitative, par exemple, vous cherchez à étudier l'effet du taux de cholestérol qui est quantitatif sur l'apparition d'un trouble du cœur, qualitatif, oui ou non, vous pouvez utiliser la régression logistique, qu'on va voir après-demain. Donc j'espère que ce guide vous aidera. Et ce guide, c'est une synthèse miniature de 3 autres guides qui sont beaucoup plus étendus et qui sont disponibles sur Internet. N'hésitez pas à aller les consulter. Donc, guide sur les tests, sur la modélisation et sur l'analyse de survie. Aujourd'hui, nous allons exploiter ces 3 premiers cas de figure. Donc, l'impact d'une variable indépendante quali sur une quanti, quali versus quali, et puis quanti versus quanti. Jeudi, on va exploiter le reste. Alors, c'est parti. Je vais partir sur un premier exemple, essai clinique aléatoire, et on va commencer par décrire les données. Alors, voici le problème. On cherche à étudier l'influence d'un nouveau médicament sur la pression systolique chez des patients souffrant d'un trouble du cœur. Donc, on va
désigner 40 patients, on va les mettre dans un groupe, on va leur administrer un placebo, et 40 autres patients seront affectés à un autre groupe et recevront le médicament dans les mêmes conditions. Leur pression systolique est mesurée 2 heures après. Donc, il s'agit d'un essai clinique aléatoire. On est en train de tester expérimentalement l'effet d'un médicament. Donc, on pourra facilement mettre en place une relation de cause à effet entre l'administration du médicament et la pression systolique, si jamais il y a une influence significative. Question. Existe-t-il une différence significative de pression systolique moyenne entre patients ayant reçu le placebo et ceux ayant reçu le médicament? Alors, je pense que vous avez su identifier la variable dépendante, c'est la pression systolique, c'est le résultat clinique, et la variable indépendante, c'est le traitement médicament ou placebo. Voici notre jeu de données. J'ai encore une fois un patient par ligne, et j'ai 2 variables, simplement. La variable indépendante, qui est qualitative et qui est contrôlée expérimentalement, et la variable dépendante, qui est quantitative et donc qu'on appelle aussi le résultat clinique. Donc, je vois ici qu'il y a 4 patients appartenant au groupe placebo, et là, j'en ai 4 qui appartiennent au groupe médicament. Évidemment, le jeu de données est bien plus étalé que ça. Alors, je vais lancer des statistiques descriptives sur le jeu de données. Alors, ne regardez pas cette colonne pour le moment. Hop, je vais la cacher. Voici mon jeu de données, donc dans Excel. Et voici Excel-Stat qui apparaît sous la forme d'un onglet supplémentaire dans Excel avec donc des menus dans lesquels vous trouverez des fonctionnalités de préparation des données, de description, de visualisation, d'analyse avec l'ACP, la segmentation, de modélisation qu'on va utiliser aujourd'hui, de machine learning et des tests statistiques. Et dans ce menu-là, vous trouverez des fonctionnalités qui sont propres à certains métiers, notamment aux biostatistiques, à la recherche médicale, notamment l'analyse de survie, l'analyse d'effets doses et l'analyse de données omiques. Donc, mon objectif ici est de décrire la pression systolique en fonction du traitement. Donc, disons que j'ai déjà consulté le guide que je vous ai envoyé et qui m'a renvoyé donc vers la description des données et les statistiques descriptives. Donc, dans cette boîte de dialogue Excel-Stat, qui est typique d'une boîte de dialogue Excel-Stat, donc composée de plusieurs onglets dans lesquels on va pouvoir introduire des données et configurer des options, je vais pouvoir sélectionner des données que j'ai envie de décrire. Donc là, j'ai envie de décrire ma pression systolique. Il s'agit de données quantitatives. Je vais la sélectionner comme ça. Je peux aussi la sélectionner comme ça. Peu importe. Donc, mais je vous recommande de démarrer vos données systématiquement sur la première ligne de votre fichier Excel pour que vous puissiez sélectionner les données facilement en cliquant juste sur l'en-tête dans Excel-Stat. Je vais diviser ma pression systolique en fonction de la colonne traitement. Donc, je sélectionne traitement dans le champ sous-échantillon, comme ceci. Dans l'onglet sortie, je vais pouvoir configurer toutes les statistiques que j'ai envie d'obtenir. Par exemple, moyenne, variance, écart type, médiane, minimum, maximum, etc. Dans graphique 1, je vais pouvoir configurer le type de graphique que je recherche. Alors, dans le sous-onglet type de graphique, je vais prendre boxplot, scattergram, stripplot. Et dans options, je vais prendre, important, grouper les graphiques, c'est assez important. Donc, pour pouvoir obtenir des boxplots, des scattergrammes dans des graphiques groupés. Je clique OK pour obtenir le résultat qui apparaît dans une nouvelle feuille Excel, donc que vous pouvez manipuler à votre guise en utilisant les éléments Excel. Donc, je peux colorer, changer les polices, changer les écritures. Je peux même sauvegarder au format Excel pour pouvoir transmettre à des collègues ou à des partenaires. Je vais commenter le résultat là-dessus. Alors, regardez, voici les résultats obtenus. Donc, pour chaque groupe, médicaments et placebo, j'ai le nombre d'observations, minimum, maximum, quartile, médiane, moyenne, etc. Regardez un petit peu les minimums et maximums. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? J'ai une pression systolique de 0 dans le placebo et j'ai une pression systolique de 1090 dans le médicament. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, heureusement que j'ai lancé mes statistiques descriptives. Je vais retourner aux données pour voir ce qui se passe. Je vais appliquer un filtre Excel classique à mon jeu de données. Donc, ça vous montre à quel point c'est pratique de combiner Excel Stat avec Excel. Je mets mon filtre et je vais aller essayer de rechercher ces valeurs aberrantes. Donc là, j'ai un 0, regardez. Ici, j'ai mon 1090. Donc, vous voyez, il y a deux placebos qui ont été introduits en 0 et un médicament qui a été entré en 1090. Donc, je vais mener l'enquête et je vais me rendre compte en fait que la personne qui a saisi les données a saisi les données manquantes sous forme de 0. Ce qui n'est pas bon du tout parce que 0, c'est un chiffre qui aurait pu être utilisé par les tests statistiques et qui aurait pu influencer le résultat. Donc, je remplace ces 0 par des cases blanches pour que XLStat les interprète en tant que données manquantes. Après, en consultant le cahier de laboratoire, disons, on se rend compte que cette valeur-là, pour cette valeur-là, il y a une erreur de saisie et il s'agit plutôt de 109 et pas 1090. Maintenant que tout est corrigé, je redéploie tout ça et je peux relancer donc mes statistiques descriptives. Voilà. Et j'obtiens donc mes résultats qui sont beaucoup plus logiques. Regardez mes minimums, maximums, sont beaucoup plus logiques que ça. Alors regardez les moyennes. On voit que pour le médicament, la pression systolique est beaucoup plus faible que pour le placebo. Donc on peut s'attendre, on dégage déjà une tendance, on peut s'attendre à ce que le test statistique qu'on va mettre en place tout à l'heure soit significatif, donc indique une différence significative des deux moyennes. Ensuite, donc j'obtiens des graphiques, boxplot, stripplot et scattergramme que je vais commenter ici. Donc sur ces trois graphiques, j'ai systématiquement la variable à expliquer, la variable quantitative sur l'axe des Y, la pression systolique. Pour les boxplots, j'ai une représentation très synthétique de la dispersion et de la tendance centrale et de l'étendue en quelque sorte des données. Donc la croix rouge correspond à la moyenne, le trait du milieu de la boîte correspond à la médiane, et puis les extrémités de la boîte correspondent au quartile. Et dans ce cas très précis, les moustaches correspondent à l'étendue des données. Donc les moustaches vont du minimum au maximum. Si certaines données dépassent les moustaches, ça voudrait dire qu'il y a des données extrêmes par rapport à la masse des données. Ce n'est pas le cas par ici. Donc on voit encore une fois ici qu'il y a une différence notable de pression systolique entre le groupe placebo et le groupe médicament. Donc on peut s'attendre à avoir une tendance vers un test significatif. Alors pour scattergramme et stripplot, on a une représentation de l'intégralité des points. Donc ici, ils prennent la forme de points. L'intégralité des données qui prennent la forme de points dans le scattergramme et de lignes vertes dans le stripplot. Donc ces deux graphiques permettent de visualiser en quelque sorte la densité des données pour différentes valeurs de pression systolique, différentes régions de pression systolique. Et là encore, donc le trait rouge correspond à la médiane et la croix rouge correspond à la moyenne. Donc maintenant qu'on a décrit les données, je vous rappelle que la description des données nous a permis de faire deux choses. D'abord, nous rendre compte qu'il y avait des erreurs en entrée, très important. Deuxième chose, de dégager des tendances. Maintenant qu'on a décrit les données, qu'on les a bien nettoyées, on va passer à l'étude de l'influence statistique de la variable indépendante sur la variable dépendante. Je vais revenir vers mon guide et identifier donc ma variable indépendante. Il s'agit d'une variable traitement, donc on est dans un cas qualitatif. Et ma variable dépendante, mon résultat, c'est la variable pression systolique et quantitative, donc je me trouve là-dedans. Donc je peux utiliser soit le test de Student pour deux échantillons, si deux groupes, soit ANOVA si j'ai plus de deux groupes. Là, j'ai deux groupes, donc j'ai un groupe médicament et un groupe placebo. Je vais partir sur le test de Student pour deux échantillons indépendants. C'est parti. D'ailleurs, avant de lancer le test, il fallait que je vous fasse un petit rappel sur la manière d'interpréter le résultat d'un test statistique. Donc, un test statistique permet de répondre à une question dont la réponse est oui ou non. Donc, par exemple, est-ce que la moyenne A est différente de la moyenne B? Est-ce que la moyenne du groupe placebo est différente de la moyenne du groupe médicament? Les tests statistiques impliquent ou mettent en place deux hypothèses. Une hypothèse dite hypothèse nulle, qui implique une idée d'égalité.
donc, et qui s'écrit de la sorte, moyenne A est égale à moyenne B. Cette hypothèse nulle s'oppose à l'hypothèse alternative qui implique une idée de différence. Donc, moyenne A est différente de moyenne B. Le test statistique calcule une statistique ou un chiffre qu'on appelle la p-value, qui est compris entre 0 et 1. Et donc, ce chiffre doit être comparé à un seuil de risque qu'on appelle alpha, un seuil de risque que vous devez vous-même établir en amont de l'étude. Donc, alpha, c'est un chiffre qui va de 0 à 1. Et en fonction de la sévérité que vous voulez avoir dans la prise de décision, vous augmentez ou vous diminuez alpha. Si jamais vous voulez prendre une décision ou conclure uniquement si l'effet est vraiment très très fort, vous pouvez diminuer alpha. Si vous voulez être un petit peu plus laxiste, c'est-à-dire conclure quand même en prenant un risque plus grand d'avoir tort, vous pouvez augmenter alpha. Très souvent, on place alpha à 0,05, mais ça doit être quelque chose de très réfléchi. Aujourd'hui, on va conserver ce seuil de 0,05, mais par contre, alpha, c'est vraiment quelque chose qui doit être bien réfléchi avant d'être établi et utilisé. Si la p-value est inférieure à alpha, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative en prenant un risque proportionnel à la p-value de vous tromper. Si la p-value est très faible, votre effet est significatif, votre différence entre vos deux moyennes est significative statistiquement. Donc pour plus d'infos sur les tests statistiques, vous avez un lien ici. Alors avant de lancer un test statistique, notamment un test paramétrique comme le test de Student, il y a des conditions de validité que je ne vais pas développer ici, mais qui sont très très importantes à vérifier pour que vous soyez sûr de la validité du résultat de votre test. Donc pour le test de Student pour des échantillons, il s'agit des mesures indépendantes, égalité des variances, au moins 30 individus par groupe ou normalité de chaque groupe vérifiée ou assumée. Les conditions d'application des tests paramétriques peuvent être consultées par ici, donc je vous laisserai aller regarder. Mais en tout cas, c'est une étape cruciale avant de lancer votre test que je vais sauter aujourd'hui pour avoir le temps d'exploiter d'autres choses. Et je vais lancer donc mon test statistique dans ExcelStat. Je vais aller dans tester une hypothèse, test paramétrique, test T et Z pour 2 échantillons. Donc dans le format des données, je vous conseille d'abord de sélectionner le bon format des données. Est-ce que j'ai une colonne par échantillon? Est-ce que j'ai une colonne par variable? Est-ce que j'ai des échantillons à parier? J'ai plutôt une colonne par variable. Chaque colonne correspond à une variable. Donc, je prends ça. Je prends ma pression systolique dans les données, mon traitement dans les identifiants d'échantillons. Et puis, donc, j'ai différentes options que je peux configurer. Des sorties, des graphiques. Je peux prendre des graphiques de comparaison. Tiens, des boxplots, par exemple, avec les p-values. Et je clique OK dès que je suis prêt. Ah, des données manquantes ont été détectées. Évidemment, on a éliminé les données en 0, donc ExcelStat les a détectées en tant que données manquantes, il a bloqué le calcul. Donc il faudrait peut-être que je configure l'onglet données manquantes de la boîte de dialogue test de student. Donc là, je vais garder comme ça. Et dans l'onglet données manquantes, je vais lui demander de supprimer les observations renfermant des données manquantes. Donc voici le résultat. Je vais descendre un petit peu. Et voici donc ma p-value. Ma p-value qui est très très faible. Elle est inférieure à alpha, ce qui fait que je peux rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des deux moyennes et accepter l'hypothèse alternative de différence entre les deux moyennes. Donc, en conséquence, le traitement expérimental placebo versus médicament induit une différence significative de moyenne de pression systolique. Vous avez une belle représentation des box plots des deux traitements juste en dessous, avec la p-value apparaissant juste au-dessus. Donc on va passer à une autre problématique. On a étudié l'impact d'une variable quantitative sur une variable, l'impact d'une variable qualitative sur une variable quantitative. Là, on va étudier l'impact d'une variable qualitative sur une variable qualitative avec les tests sur les tableaux de contingence. Donc on est toujours dans la même problématique. 3 semaines après avoir reçu le traitement, on note si les patients ont été rétablis ou non, si les patients sont guéris ou non. Question, le traitement influe-t-il le rétablissement? Donc, voici le même jeu de données avec une nouvelle colonne qui s'est invitée, la colonne rétablissement, qui est elle aussi une variable dépendante
un résultat, mais cette fois-ci qualitative. Tout à l'heure, on avait une variable dépendante quantitative, là, elle est qualitative. Donc, si je regarde mon guide un petit peu, j'ai une variable indépendante qualitative, une variable dépendante qualitative. Hop, je me dirige vers les tests sur les tableaux de contingence dont fait partie le très fameux Ki2 et le test exact de Fisher. Donc, comment décrire déjà le lien entre deux variables qualitatives? Je peux construire ce qu'on appelle un tri croisé ou un tableau de contingence. Un tableau de contingence va croiser les deux variables qualitatives donc dans cette structure-là. En ligne, j'ai les modalités de la variable traitement, médicament placebo. En colonne, j'ai les modalités de la variable rétablissement, donc non, oui. Et puis, je comptabilise le nombre de cas dans chaque case. Donc, ça, par exemple, c'est le nombre de patients du groupe médicaments qui ont été guéris. Je peux exprimer les choses en termes de pourcentage, comme ici. Donc, parmi les patients ayant pris le médicament, j'ai 40% qui sont rétablis et 60% qui sont guéris. Parmi les patients ayant pris le placebo, j'ai un résultat assez différent. Donc, 67,5% des patients ne sont pas rétablis et 32,5% des patients sont rétablis. Donc, en regardant ça, on peut déjà s'attendre à ce qu'il y ait un résultat significatif, un effet significatif de la variable indépendante sur la variable dépendante, effet significatif du traitement sur le rétablissement. D'ailleurs, je vais formuler les hypothèses nulles et alternatives tout de suite. Hypothèse nulle, le pourcentage de rétablissement dans le groupe médicament, donc celui-là, est égal au pourcentage de rétablissement dans le groupe placebo, donc celui-là. Selon l'hypothèse alternative, je prends la même chose, mais je remplace l'égalité par une différence. Deuxième manière de visualiser les choses, je peux construire un graphique comme celui-là, en barres empilées. Un graphique qui représente donc les pourcentages des modalités d'une variable en couleur en fonction des modalités de l'autre variable. En vert, j'ai le pourcentage de rétablissement oui, et en orange, j'ai le pourcentage de rétablissement non. Donc on voit que le pourcentage de oui est plus élevé dans le groupe médicament que dans le groupe placebo. Je vais lancer le test et lancer les statistiques descriptives par la même occasion. Donc déjà, je vais redéployer ça. Hop, voilà. Donc tester une hypothèse, test de corrélation d'association et test sur les tableaux de contingence. Dans la variable ligne, je vais prendre le traitement. Et dans la variable colonne, je vais prendre le rétablissement. Donc, il s'agira juste de la structuration de mon tableau de contingence en ligne et en colonne. J'aurais pu prendre l'inverse, j'aurais eu le même résultat de test. Dans les options, je peux choisir le test qui m'intéresse. Donc, je peux prendre le test du Ki2, par exemple. Mais je vais plutôt prendre le test exact de Fisher, qui répond à la même question que le test du Ki2, sauf qu'il est plus robuste, il est plus valable, il est valide dans un plus grand nombre de cas. Le test du Ki2 est paramétrique, il a des contraintes. Je vais opter pour le test exact de Fisher. Dans les sorties, je peux demander les pourcentages en ligne et en colonne. Ce sera plus facile à interpréter. Et je peux donc rajouter des graphiques, donc en barre empilée par exemple. Je clique OK. Donc voici mon tableau de contingence avec les effectifs. J'ai mes pourcentages lignes qu'on a vu tout à l'heure. Donc 40 versus 60% de rétablissement pour les médicaments et puis 67 versus 32 pour le placebo. Ensuite, j'ai la même chose mais en colonne, c'est-à-dire parmi les patients qui ne sont pas rétablis, quel est le pourcentage de médicaments et quel est le pourcentage de placebo, et parmi les patients rétablis, quel est le pourcentage de médicaments et quel est le pourcentage de placebo. Donc, des fois, l'interprétation dans ce sens-là peut avoir du sens. Et j'ai donc le graphique correspondant à cette deuxième analyse. Et enfin, le test exact de Fisher associé à une p-value qui est inférieure au seuil de risque alpha et qui nous fait rejeter l'hypothèse d'égalité des proportions de rétablissement et accepter l'hypothèse de différence des proportions de rétablissement. Par conséquent, on peut dire que le traitement a un effet significatif sur le rétablissement. On va passer à un autre cas de figure, un autre exemple, une analyse de cohorte. Donc voici un nouveau jeu de données. Il s'agit de données inventées, encore une fois.
on s'intéresse au succès d'une opération chirurgicale en fonction du tabagisme, en fonction de la consommation de tabac. Donc, regardez, j'ai 15 fumeurs subissant une opération chirurgicale qui sont comparés à 15 non-fumeurs subissant la même opération. Donc, l'aspect fumeur est indiqué par cette colonne. Donc, j'ai 15 lignes avec des zéros, donc non-fumeurs, et 15 lignes avec des 1, donc des fumeurs. La variable dépendante, ou la variable à expliquer, c'est une variable quantitative, un score qui varie de 0 à 100, donc le score de succès de l'opération chirurgicale. On note également deux autres variables quantitatives qui, elles, seront considérées également en tant que variables indépendantes. Donc, on va étudier l'impact de toutes ces variables-là sur le score de succès de l'opération. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser juste à l'impact d'une seule variable. Donc, la variable physiologique B influence-t-elle le score de succès de l'opération chirurgicale? Donc, regardez, on a du quantitatif versus du quantitatif. C'est ce que j'ai écrit juste ici. Si je regarde les statistiques descriptives, on va s'amuser un petit peu. Je vais aller dans description des données, statistiques descriptives. Je vais juste enlever ça pour pas être embêté. Je vais aller sur cohort, voilà. Donc, description des données, statistiques descriptives. Je réinitialise la boîte de dialogue. Je vous propose de décrire toutes les variables quantitatives qui sont là. OK? Donc, j'ai sélectionné les trois colonnes en fonction de la consommation de tabac en sous-échantillon. Dans les sorties, je peux encore une fois sélectionner toutes les statistiques qui m'intéressent. Alors, lorsque je sélectionne un grand nombre de variables quantitatives ici à analyser, je vous recommande dans les sorties de désactiver l'affichage vertical. Vous aurez un affichage un peu plus joli, plus agréable à lire. Dans graphique 1, je vais prendre encore une fois donc boxplot, scattergram, stripplot. Et dans les options, je vais grouper les graphiques comme d'habitude. Je vais prendre une position en bas des étiquettes. Donc je clique OK. Et donc voici les résultats, regardez. Excelstat a tout bouclé le calcul en colonne et en ligne. Je vais agrandir tout ça, pardon. Voilà. Donc, regardez, pour chaque variable, j'ai deux lignes. Une ligne pour les non-fumeurs, 0, une ligne pour les fumeurs, 1. Donc pour la variable physio A, j'ai deux lignes avec minimum, maximum, quartile, etc. Pour la variable physio B, pareil. Donc j'ai une ligne pour les non-fumeurs, une ligne pour les fumeurs. Et score succès opération, encore une fois. Alors regardez ici, pour le minimum et le maximum, on est quelque part rassuré. Il n'y a pas de valeur aberrante comme on a pu le constater tout à l'heure. Donc regardez la moyenne ici. On voit que pour les non-fumeurs, le score de succès de l'opération est plus élevé que pour les fumeurs. Ensuite, donc, je peux comparer pour chacune des variables les non-fumeurs et les fumeurs, donc 0 versus 1. Je vois que la variable physiologique B, par exemple, augmente quand on passe de non-fumeur à fumeur. Et donc, j'ai la même chose en scattergram et en stripplot. Donc, rien de très alarmant, mais c'était important de passer par cette étape. Je vais vous proposer un autre type de statistiques descriptives, celui-là. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle une matrice de nuage de points. Cette matrice représente donc les variables quantitatives en colonne et en ligne, donc les mêmes variables en ligne et en colonne. Et puis, j'ai coloré donc les points en fonction de la consommation de tabac. Donc, en rouge, vous avez les non-consommateurs et en bleu, vous avez les consommateurs. Comment interpréter chacun de ces nuages de points? Vous prenez pour chaque nuage de points l'abscisse et l'ordonnée. Là, on voit que sur l'axe des abscisses, on a la variable physio B. Sur l'axe des ordonnées, on a la variable physio A. Donc, c'est le nuage de points de la variable physio A en fonction de la variable physio B. Si je prends celui-là, par exemple, j'ai variable physio B sur l'ordonnée et score succès opération sur l'abscisse. Par rapport à notre question
on cherche à étudier l'impact de la variable physio-B sur le score de succès, on est plutôt dans ce cas de figure. Je vous montre comment j'ai pu obtenir ce graphique-là qui permet vraiment de dégager des tendances et de repérer des points aberrants, par exemple. Là, on voit qu'il y a un point qui sort peut-être un petit peu trop du lot. Intéressant. Donc, je vous montre comment j'ai obtenu ça. Je suis allé dans tester une hypothèse, test de corrélation et d'association et test de corrélation. Donc là-dedans, je vais sélectionner toutes mes variables quantitatives, tout ça. Dans sous-échantillon, je vais prendre fumeur. Ça va permettre de colorer en fonction du fumeur. Dans graphique, j'active nuage de points, matrice de graphique. Et je clique OK quand je suis prêt. Et j'obtiens donc le grand feu d'artifice. Et pour celles et ceux qui sont familiers avec les coefficients de corrélation, vous les avez juste là. Vous avez la matrice de corrélation juste ici, avec la significativité. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc maintenant qu'on a décrit les données, place à l'étude de l'impact de la variable indépendante sur la variable dépendante. On va utiliser la régression linéaire simple que voici. Donc on étudie l'impact du variable indépendante quantitative sur une variable dépendante quantitative. Il y a différentes méthodes disponibles. Évidemment, ce tableau, je vous rappelle, c'est un tableau très compact qui exclut un bon nombre de fonctionnalités statistiques. Donc, il y a peut-être des outils d'analyse qui sont plus appropriés que la régression linéaire ici et que je n'ai pas mentionné. Je vais me focaliser sur la régression linéaire parce que pédagogiquement, c'est une fonctionnalité assez intéressante à exposer. Et en plus, c'est une fonctionnalité qui est très souvent utilisée. À quoi correspond une régression linéaire simple? Donc, je reprends mon nuage de points de score succès opération sur l'axe des Y et variable physio B sur l'axe des X. Et je rajoute cette ligne. Cette ligne correspond à mon modèle de régression linéaire simple qui s'écrit Y égale A plus BX. Alors, Y, ce sera autre que le score succès opération et X, ce sera la variable physiologique B. À quoi correspondent A et B? A, c'est l'ordonnée à l'origine de ce modèle. C'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc, ce sera l'ordonnée de ce point-là. B, ce sera la pente de la droite et ce sera vraiment un paramètre très très important dans la régression linéaire. B indique à quel point est-ce que la droite est inclinée ou pas. Lorsque B est négatif, la droite sera décroissante, c'est le cas ici. Lorsque B est nul, la droite sera plate. Lorsque B est positif, la droite sera croissante. Maintenant, laissez-moi réexprimer cette formule-là avec des termes de variables. Je peux écrire que le score de succès de l'opération est égal à A plus B fois la variable physiologique. Donc, voici ma variable dépendante ou à expliquer, ou mon résultat, ou Y, et ma variable indépendante ou explicative, ou X. Dans certains cas, on l'appelle aussi un prédicteur. Donc, une petite astuce, très souvent, en statistique, quand on cherche des relations de causalité, on va placer la variable à expliquer sur l'axe des Y, score succès opération, et la variable explicative sur l'axe des X, variable physio B. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les box plots, par exemple, entre traitement et pression systolique. Donc, A et B sont les paramètres ou les coefficients du modèle que le logiciel va estimer pour nous. Et tout ça est représenté par cette droite. C'est notre manière de simplifier la réalité, un modèle en forme de droite. Alors, le modèle statistique, tout modèle statistique ne passe pas forcément par l'intégralité des points. Il y a une part de la réalité des données qui n'est pas capturée par le modèle. Et il s'agit de toutes les différences entre les points et le modèle qu'on appelle des erreurs ou des résidus. Donc, toute cette part de la réalité que le modèle n'a pas pu capturer, on l'appelle les erreurs ou les résidus. Alors, je vous parle de résidus pour que vous compreniez bien de ce dont il s'agit, parce qu'on va en reparler tout à l'heure lorsqu'on va étudier la fiabilité de notre modèle de régression linéaire simple. Alors attention, on a choisi une modélisation linéaire, mais rien ne nous y obligeait.
L'objectif était vraiment pédagogique. La question me donne le droit de choisir un modèle peut-être plus court si les données et l'interprétation le justifient. Je ne suis pas obligé de partir sur quelque chose de linéaire comme ça. Donc, je vais lancer ma régression linéaire simple dans XLStat. Alors, on est là-dessus. Je vais aller dans modélisation des données, régression linéaire. Dans la plupart des outils de modélisation, dans XLStat, dans l'onglet général, vous pouvez sélectionner des variables dépendantes, ou à expliquer, et des variables indépendantes ou explicatives. Donc ici, je vais prendre en variable dépendante quantitative mon score de succès à l'opération, et en variable explicative quantitative, ma variable physio B. Évidemment, il y a un bon nombre d'options qui peuvent être configurables dans la boîte de dialogue, notamment vous pouvez tester la normalité des résidus, vous pouvez générer différents graphiques. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vais cliquer OK, garder les options par défaut. Il y a un bon nombre de résultats qui apparaissent. Je vais aller vers les résultats que je juge les plus importants dans la régression. Le premier résultat, c'est celui-là, donc le tableau des paramètres du modèle que je vais commenter là-dessus. Alors, ce tableau présente chacun des coefficients de mon modèle ou des paramètres de mon modèle. Là, j'ai A et là, j'ai B. Par rapport à Y égale A plus BX. J'ai d'abord une estimation des paramètres, ici par la méthode des moins de carré. Une estimation des paramètres, donc A est estimé à 96,62 et B à moins 1,808. Donc on s'attendait à ce que la B, la pente, soit négative parce que la droite était décroissante. Ces paramètres sont associés à des p-values qui, elles, sont liées à l'hypothèse nulle H0, paramètre égal à 0, l'hypothèse alternative, paramètre est différent de 0. Donc, si je me focalise par exemple sur B et sur la p-value de B, qui est très très faible, je peux rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle B est égal à 0 et accepter l'hypothèse alternative selon laquelle B est différent de 0. Donc, de manière globale, je peux dire que B est significativement différente de 0 et que la droite est significativement non aplatie, significativement croissante ou décroissante. Dans ce cas-là, elle est significativement décroissante puisque B est négatif. Ensuite, j'ai des bornes d'intervalle de confiance autour de ces estimations parce que, évidemment, on considère qu'on travaille sur un échantillon et pas sur la population. Donc, je peux dire que ces paramètres dans la population ont 95% de chances de se trouver entre ces deux bornes d'intervalle. J'obtiens aussi l'équation qui peut être utilisée pour prédire le score de succès de l'opération en fonction de nouvelles valeurs de la variable physiologique B. Donc si j'ai mon Y égale A plus B fois X. Donc je rajoute quelques couches d'interprétation juste. C'est bien beau de voir une pente de moins 1,808, mais à quoi correspond ce chiffre, moins 1,808? Comment est-ce que je pourrais lui donner une interprétation plus profonde? La voici. Le score de succès, on l'a dit, diminue significativement avec la variable physiologique B, coefficient négatif. Autrement dit, lorsque la variable physio B augmente d'une unité, le score de succès de l'opération va diminuer de 1,808. C'est comme ça qu'on interprète donc cette pente, ce coefficient B. La constante, des fois la constante n'est pas vraiment très intéressante, n'est pas centrale dans l'interprétation. Elle est positive et significativement différente de 0, comme on l'a vu, et cette valeur correspond à l'ordonnée de l'intersection entre la droite du modèle et l'axe des Y. Il s'agit de la valeur de score de succès lorsque la variable physio B est égale à 0. Alors, quelques éléments d'interprétation supplémentaires. XLStat fournit ce graphique, donc qui représente le modèle, donc la ligne droite du milieu, le modèle de régression, score succès opération en fonction de la variable physio B. Cette ligne, ce modèle, est cerné par deux enveloppes de confiance, par deux intervalles de confiance. Un intervalle qui est plus étroit, qui est grisé, un intervalle qui est plus épais, avec des lignes pleines. Alors, à quoi correspondent ces deux intervalles? Celui qui est fin, qui est grisé, correspond à l'intervalle de confiance du modèle, qui est lié à l'estimation des paramètres. Ce qui voudrait dire que dans la population, le modèle ou la ligne de régression a 95% de chances de se trouver entre ces deux lignes.
Par contre, l'autre intervalle de confiance va cerner, celui qui est épais, il va cerner la confiance qu'on peut avoir dans les prédictions futures de score succès opération par rapport à la variable physio B. Donc, on voit que les prédictions qu'on va faire sont quand même assez incertaines. Vous voyez ce chiffre sympathique qui apparaît ici? Il s'agit du R carré, qui est compris entre 0 et 1, qui reflète la bonne adéquation du modèle aux données. Donc, plus le R carré est élevé, plus il se rapproche de 1, plus les données seront agrégées autour du modèle. Et plus le R carré est proche de 0, plus les données seront étalées autour du modèle. Alors, dernière chose avant de passer aux questions, sachez qu'il y a des hypothèses sur les résidus à vérifier pour vous assurer de la fiabilité de votre régression. Je ne vais pas entrer dans la signification de chacune de ces hypothèses, mais en tout cas, ce que je vous conseille au début, c'est de vérifier ce graphique-là, le graphique des résidus normalisés en fonction des prédictions, qui permet donc de voir si jamais, de vérifier si votre régression linéaire est fiable ou pas. Dans ce graphique-là, il faut éviter d'avoir un pattern particulier, il faut éviter d'avoir une forme, une tendance particulière. Okay, il faut que les points soient homogènement répartis autour de cette ligne horizontale, avec peut-être une plus grande concentration de points proches de cette ligne, et un affaiblissement de la densité à mesure que vous vous éloignez de cette ligne en haut ou en bas. Donc si les points sont homogènement répartis autour de cette droite-là, le modèle est valide. Dans notre cas, il y a peut-être ce point qui est un peu trop turbulent vers le haut. Il faudrait vérifier s'il s'agit bien d'un patient représentatif de notre population et éventuellement relancer l'analyse en l'excluant. Alors, analyse de données médicales 1, récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu différents plans d'études, donc avec une annexe juste après qui vous permet d'entrer un peu plus dans le détail de chacun de ces plans d'études. Les plans d'études analytiques, on a vu, impliquent des variables indépendantes dont on étudie l'influence sur des variables dépendantes. C'est principalement ces plans-là qu'on a vus aujourd'hui. Je vous ai suggéré un processus d'analyse. D'abord, décrivez bien et nettoyez les données. La description permet de détecter deux choses, en tout cas dans notre cas. On a pu détecter des aberrations dans les données qu'on a pu corriger. Et deux, on a pu déjà détecter des tendances. Ensuite, évaluez l'effet des variables indépendantes sur les variables dépendantes en vous munissant d'un guide de choix de tests ou d'outils de modélisation statistique. Donc aujourd'hui, on a vu le test de student pour deux échantillons indépendants pour tester l'effet d'une variable quali sur une variable quanti, le test de Fisher pour l'effet d'une variable quali sur une quali, et la régression linéaire simple pour une variable quanti sur une variable quanti. Vous avez certainement déjà entendu parler d'analyse multivariée qui met en place donc l'étude simultanée de plusieurs variables explicatives sur une variable à expliquer, plusieurs variables indépendantes sur une variable dépendante. Alors pourquoi est-ce que ce type d'approche est intéressant par rapport à l'approche bivariée qu'on a vue aujourd'hui, ou univariée qu'on a vue aujourd'hui? On va le voir après-demain. Après-demain, on va aussi parler de modélisation d'une variable qualitative binaire avec la régression logistique et la modélisation de données de temps restant jusqu'à un événement avec des outils d'analyse de survie, notamment l'analyse de Kaplan-Meier et les modèles à risque proportionnel de Cox. J'espère que ce webinaire vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'aller plus loin dans les analyses, si vous avez besoin de conseils, de formations supplémentaires. Nous sommes à votre écoute. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi ou une bonne matinée si vous êtes ailleurs sur le globe. J'espère vous voir ou vous parler jeudi prochain.